qui est très inquiétant, ce sont des petits comprimés comme ça, sans rien écrit dessus. En plus, c'est vraiment minuscule. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Personne n'est capable de le dire. À mon avis, le vendeur n'a pas été capable de vous le dire non plus. Le patient ne sait certainement pas ce que c'est. C'est la roulette russe. Pratiquement tous les enfants, environ 63, sont décédés de cette intoxication au diéthylène-glycol. C'est ce que vous utilisez pour votre radiateur pour empêcher que ça gèle ou encore dans les liquides de lave-glace. Cette substance attaque le foie, le pancréas, le système nerveux, le cerveau en particulier. Ces médicaments sont très fortement sous-dosés, c'est-à-dire c'est de la poudre de perlimpinpin. 7% des médicaments vendus chaque année dans le monde sont faux, contrefaits ou mal fabriqués selon l'Organisation mondiale de la santé. La contrefaçon des médicaments, dont les conséquences sont parfois mortelles, est un trafic en pleine expansion. Les médicaments sont contrefaits parce que ce sont des produits faciles à fabriquer, avec lesquels il est possible de gagner beaucoup d'argent. Si sur chaque médicament la marge bénéficiaire est faible, c'est sur la quantité que l'on peut amasser beaucoup d'argent. De plus, pour monter ce genre de trafic, il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes usines ou de disposer de beaucoup de bâtiments. Et surtout, ce trafic ne nécessite pas des investissements importants. L'Europe occidentale est encore épargnée, plus pour longtemps. Internet frappe aussi dans ce secteur, financièrement très juteux. Bien sûr, les pays les plus pauvres de la planète sont les premiers touchés par ce fléau. 50% des médicaments vendus dans le tiers-monde sont faux ou copiés. C'est donc en Afrique que nous commençons notre enquête, dans l'univers opaque des médicaments sous-dosés, falsifiés, empoisonnés. Une épidémie de méningite frappe brutalement le Niger. 41 000 cas sont déclarés en 3 mois dans ce pays de 9 millions d'habitants. Les autorités sanitaires du pays sont vite débordées. C'est la panique. Il faut vacciner en urgence les personnes les plus sensibles, les enfants et les vieillards. On manque de vaccins. La méningite, maladie endémique en Afrique, prend une telle ampleur que la communauté internationale se mobilise. Les organisations internationales, les ONG et certains États envoient 5 millions de doses au Niger. Le ministère nigérien de la Santé centralise les vaccins et les distribue dans les régions les plus touchées. Parmi ces dons, celui que fait au Niger son grand voisin et ami, le Nigeria. Il est accompagné d'un grand battage médiatique. En prenant le premier la parole, le gouverneur de l'État de Sokoto, le colonel Yakuba Mazou, a d'abord rappelé l'excellence des relations qui existent entre nos deux pays. C'est pour cela qu'ils nous ont apporté 100 000 doses de vaccins anti-méningocoque, dont 20 000 doses destinées à la population du département de Tawa. Ce geste vient démontrer une fois de plus que le Nigeria et le Niger sont deux pays frères et amis. Ces vaccins généreusement offerts sont répartis en 11 lots que les équipes de vaccination se partagent sur le terrain. 2 infirmières de MSF Belgique, Suzanne Renard et Isabelle Chimino, en font partie. Les 2 jeunes femmes, aidées par du personnel médical nigérien, commencent leur campagne de vaccination par Niamey. Assez vite après Niamey, on s'est dispersé et donc on est parti dans les départements. On est notamment allé à Tawa. Et là, c'était des vaccinations de brousse, c'est-à-dire qu'on avait le campement général dans la ville de Tawa. Et puis de là, on partait par semaine dans des villages plus loin.
C'est ce qu'on a fait. Et donc, nous sommes partis vers Madawa. Et là, c'était à l'avant-dernière semaine de vaccination. Donc, c'était vers fin avril. Le lundi matin, comme d'habitude, avant de partir, on est allé au PEV, qui est le programme élargi de vaccination. C'est la chaîne de froid de chaque district. Chercher les vaccins dont on avait besoin pour là où on partait. Et les congélateurs étaient fermés, sauf un où se trouvaient des vaccins qui n'étaient pas les nôtres et qui étaient en vrac dans le congélateur. On n'avait pas tellement envie de les prendre, mais on n'avait pas non plus le choix parce que les distances sont longues à accomplir et donc on a pris ce qu'on avait. Et donc on est parti vers Madawa avec ces vaccins qui n'étaient pas les nôtres. On le savait puisqu'ils étaient tous en vrac et pas en boîte comme les nôtres. Et en diluant le vaccin, on s'est dit qu'il y avait un problème parce que le produit ne se diluait pas de la même manière que d'habitude. Et donc, on s'est posé la question de savoir ce qui se passait. On a observé le produit, on a regardé s'il n'était pas périmé. Tout paraissait normal. Et donc, on a continué notre journée comme ça. Et le soir, en se rassemblant avec l'autre équipe, on s'est dit qu'il y a un problème. Et qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on a décidé, une partie de l'équipe, de repartir sur Tawa, chercher nos vaccins parce qu'on voulait vacciner avec les nôtres, pendant que l'autre équipe a encore vacciné un jour, malheureusement, avec ces vaccins-là. Et puis, pour finir, on s'est dit, fin de mission, qu'on avait envie de ramener ces vaccins pour savoir ce qu'il en était, puisque, en réalité, on avait des doutes, mais on n'avait rien de fondé. Les 2 doses de vaccin que Suzanne et Isabelle emportent avec elles sont envoyées dès leur retour en mai 1995 à l'Institut Mérieux de Lyon, fabricant présumé du produit douteux. Nous avons reçu le flacon, et si l'on regarde un flacon de vaccin normal, vous voyez qu'il contient lyophilisé en bas. Nous ne l'avons pas reçu sous cette forme puisqu'il avait déjà été reconstitué par son solvant. Et nous avons examiné ce flacon, et à l'examen, nous avons trouvé un certain nombre de choses qui nous permettaient d'affirmer qu'il s'agissait d'un produit qui n'était pas le nôtre. Tout d'abord, même si le flacon avait le même aspect, le bouchon était légèrement différent, le bouchon qui est là-dessous. L'étiquette était très proche de celle-ci, mais avec une impression un petit peu différente et avec une découpe au niveau de l'étiquette qui elle aussi était différente puisque nous avons des angles qui sont, vous voyez, arrondis et il s'agissait là d'angles qui étaient complètement aigus. Les flacons se ressemblaient vraiment beaucoup. Et en effet, il était facile de considérer qu'il s'agissait de notre vaccin. Nous avons réalisé très rapidement une analyse ici, et il s'agissait d'un produit aqueux ne contenant aucun principe actif. C'était de l'eau. Lorsque nous avons eu l'analyse en main, nous avons immédiatement prévenu les autorités en charge de la santé publique, c'est-à-dire au niveau de l'OMS, au niveau de l'Agence du médicament en France, au niveau des autorités sanitaires du ministère de la Santé au Niger. Et dès le lendemain, nous avons porté plainte. On ne peut pas accepter qu'il y ait des contrefaçons, et on ne peut pas accepter qu'il y ait des contrefaçons qui mettent en danger la vie des gens. Nous étions en période d'épidémie. Vacciner des gens avec de l'eau, c'était en condamner un certain nombre à mort. Ne rien faire aurait été être complice. MSF Belgique se sent impliquée. Suzanne Renard repart donc en mission au Niger. Elle cherche à savoir ce que sont devenus les faux vaccins Mérieux utilisés à Tawa. Donc quand je suis retournée, j'ai eu quelques difficultés à contacter les gens, même au sein de Niamey, parce qu'évidemment, ils n'étaient pas du tout intéressés par ce problème-là. Donc j'ai trouvé beaucoup de portes closes. Je n'ai rencontré personne sur Tawa. J'ai essayé de savoir ce qu'ils en avaient fait. Soi-disant, ils en ont retrouvé donc 38% donc de cette quantité de vaccins qu'ils auraient brûlés. Mais je n'ai pas pu voir où ça en est resté là, quoi. Nous allons au Niger. 5 ans après cette épidémie de mémoire d'homme la plus importante dans cette région, nous voulons savoir à notre tour les suites données à cette affaire. 60 000 personnes de la région de Tawa ont été vaccinées avec de l'eau. Elles se croyaient immunisées contre la méningite, elles ne l'étaient pas, certaines en sont mortes. Et nous venons d'atterrir à l'aéroport de Niamey. Nous rencontrons d'abord l'inspecteur général de la pharmacie et des laboratoires du Niger. Ce que nous avions fait, c'est tout de suite de retirer, bien entendu, les médicaments incriminés. Bon, parce que ça, c'est très facile de le faire. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder le numéro des lots et de les retirer. Et une procédure a été entamée ? À quel niveau ça ? Au niveau
judiciaire, de santé publique et auprès du pays qui a livré les produits? Non, à notre connaissance, non. Moi, personnellement, je ne suis pas au courant. Rien n'a été fait? On a retiré un point. Ok. Vous voulez pas en dire plus? Voilà. En réalité, personne n'ose dire que les vaccins ont sûrement été fabriqués au Nigeria, un des premiers producteurs africains de produits pharmaceutiques légaux et illégaux. Le Niger a trop besoin du Nigeria pour son approvisionnement en pétrole. Nous allons ensuite à Tawa, où l'épidémie de 1995 a été particulièrement virulente. Nous sommes reçus par la responsable locale des services de santé. Vous étiez ici à l'époque? Oui, en 1995, j'étais à la CM. J'étais au district sanitaire de Tawa, c'est juste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des faux médicaments. Des faux vaccins? Ça, je ne me rappelle pas de faux vaccins, mais ce que je peux parler, c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes d'organisation. Vous n'avez pas entendu parler de ces faux vaccins du laboratoire Mérieux qui venaient du Nigeria? Non. Honnêtement, je n'ai pas entendu parler de ces faux vaccins. Bon, alors là, maintenant, on est dans l'arrondissement de Keïta. Hein. On va chercher à Gouloum. C'est à Gouloum et dans les autres villages de Keïta qu'ont été utilisés une partie des 3000 faux vaccins Mérieux inoculés à la population. Voilà, on y va. Voilà, à Gouloum, stop là, ça doit être ça, hein. À Gouloum. Dans cet arrondissement de Keïta, au printemps 1995, l'épidémie a surtout frappé les enfants de 6 mois à 5 ans. Ils ont donc été la principale cible de la campagne de vaccination. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts ici en 1995? Il y a eu 63 morts. Des enfants? Des enfants et des adultes. Avait-il été vacciné? Quand l'épidémie s'est annoncée, on est venu de Tamaské pour s'occuper des malades. Quand on leur faisait des ponctions lombaires, ils s'en sortaient parfois. Est-ce que les gens vaccinés sont quand même morts après 2 ou 3 semaines? Oui, il y a eu des cas. Mais si Allah a décidé que tu dois mourir, tu meurs. C'est pas la vaccination qui te sauve. Savez-vous que parmi les vaccins, il y en avait des bons et d'autres qui étaient mauvais? Nous, quand on nous apporte des vaccins, on ne sait pas s'ils sont mauvais ou bons. Le problème que vous soulevez existe bien. Certains gardent les bons vaccins pour eux, et à nous, en brousse, ils nous donnent les mauvais. Les bons vaccins qu'ils ont fabriqués, ils ne nous les amènent pas. Si on est vacciné avec des bons, on n'est pas malade. Tout ça, c'est des magouilles. Même des médecins sont dans le coup. Oui, tout ça, c'est des magouilles. Accompagnés du chef de village, nous rendons visite à des familles dont certains membres sont morts de méningite. Ils veulent vous parler de l'épidémie de méningite. Ils vont de maison en maison.
Qui est mort ici? C'est un petit garçon. Il avait été vacciné, on lui avait fait une piqûre? Oui. C'était un petit garçon. Il est comme celle-là. Il est mort combien de temps après la vaccination? Oh, du temps s'est passé. On l'a vacciné. Après la vaccination, il est mort. Est-ce que c'était plus de 2 semaines après? Oh oui. En période d'épidémie, on vaccine tout le monde. Même des gens déjà contaminés, mais pour eux, c'est déjà trop tard. Les vaccins sont inefficaces. En revanche, chez les enfants, 15 jours après avoir été vacciné, on peut alors suspecter la mauvaise qualité du vaccin utilisé. Depuis 1995, il n'y a pas eu d'autres épidémies ici. Mais comme à chaque printemps, lorsque souffle l'harmattan, quelques villageois contractent la maladie. Ils restent dans leur case presque sans soins. Ici. 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 Tu vois les tombes? Elles sont toutes petites. Tu vois? Tu vois, toutes ces nouvelles tombes sont des cas de méningite. Il y en a d'autres qui sont enterrés là-bas, là-haut. Tous sont des victimes de l'épidémie de méningite. L'affaire est aujourd'hui close. Les commissions rogatoires envoyées au Niger et au Nigeria par le juge français en charge du dossier n'ont pas reçu de réponse. Ceux qui au Nigeria ont pris sciemment le risque de tuer en remplaçant un vaccin par de l'eau ne seront jamais identifiés. À l'exception des familles qui pleurent leur mort, tout le monde a intérêt à oublier cette embarrassante affaire. Elle révèle pourtant un nouveau fléau qui frappe l'Afrique en général et le Niger en particulier, le trafic de faux médicaments. Au marché de Niamey, par exemple. Un dédale de ruelles sombres dans lequel il est difficile de filmer. Parce qu'on ne veut pas. Hein? C'est tout, parce qu'on ne veut pas. C'est interdit? C'est pas interdit, mais nous on ne veut pas. Au vu et au su de tout le monde, la caverne d'Ali Baba du médicament. De chaque côté de l'allée, sur une hauteur de 2 mètres, par une température avoisinant les 30 degrés, des tonnes de médicaments sous toutes les formes, en gélules, en vrac, dans des sachets plastiques ou du papier journal. De vrais médicaments, des périmés, de pâles copies sous-dosées, de la poudre de perlimpinpin. Nous sommes allés faire quelques achats dans cette antre avec une caméra cachée. Nous les ferons analyser à notre retour. C'est de l'ampicilline. Voilà, 500. C'est de l'ampicilline. Voilà. Et puis des copies. Pardon, monsieur. Des copies. Ça, c'est une copie alors. Ça, c'est pour le Nigeria. Ah, c'est fabriqué par le Nigeria, c'est leur commande quoi. Ah, c'est leur commande. Ça vient de ça. Tout dans le monde, non? Oui, ça vient partout dans le monde. Voilà, ça aussi. Il y en a des vaccins? Oui. Contre quoi tu veux? Tu vois?
tu vas vendre? Celui-là, ils ont triché. Voilà, c'est ça que je dis. L'original, ça c'est l'original. Ça c'est triché, ça. Non, ça aussi c'est pas triché d'abord. Ah, d'accord. Ça c'est français. Ça veut dire que j'ai donné 2500. Il n'a rien dit. Ça aussi 2000. J'ai donné 2000. Il n'y en a pas d'autres trichés là? Non, qu'est-ce qu'il y a comme triché? Mais il y en a beaucoup qui voilà. Ça ils n'ont pas triché. Les autres, qu'est-ce qu'il y a comme triché? Des trichés. Ça c'est triché. 1500. Donc c'est l'une trichée. J'en prends pour ça. Il y a beaucoup de médicaments trichés. Oui. Mais ils sont bons quand même. Ils sont bons, oui, parce que tu sais, nous, les Noirs, il faut mélanger les choses avant d'avoir guéri. C'est quoi ça? Le mot de tête. Dans la maladie du corps, seulement si ça te fait mal, ton corps te fait mal. Les produits vendus ici soignent tout. Maux de tête, de ventre, paludisme, cancer, sida. Je donne 1000. C'est cadeau ça. 1000 pour son comprimé. Je prends pas. Non, 1000. 1000. Et on a acheté plein de choses. Hein. On a acheté plein de choses. Pas mal. Au Niger, il n'y a que 20 pharmacies. Lorsqu'on se rend dans une officine de Niamey, le contraste est saisissant. Les rayons sont désespérément vides. Les affaires ne sont pas florissantes car la clientèle s'approvisionne ailleurs. Est-ce que ça marche, les affaires? Ça, c'est la grande question. Ça ne marche pas terrible. Nous espérons que ça aille mieux. Il y a de la concurrence, non? Je crois que la plus grande officine de Niamey aujourd'hui, c'est le Grand Marché. Et il n'y a qu'à faire un saut là-bas pour voir que c'est vraiment très sérieux avec tout ce que cela comporte comme conséquences, économiques, comme sociales, comme médicales surtout. Les faux médicaments sont nocifs pour la santé, c'est indéniable. Pour le docteur Trapsida, qui dirige l'un des laboratoires de contrôle des médicaments les plus performants de l'Afrique de l'Ouest, le danger le plus grand concerne la chloroquine, un médicament contre le paludisme, et les antibiotiques. Il a récemment analysé ces produits. Cette chloroquine a été, disons, prélevée sur toute l'étendue du territoire et nous a été envoyée ici pour analyse. Et on s'est rendu compte que dans 65 à 75% des cas, la chloroquine ne titrait qu'entre 10 et 12 mg base au lieu des 100 mg qui sont prescrites en général par les pharmacopées et par les fabricants. Et ceci est d'autant plus grave que le paludisme est une maladie qui est endémique dans nos régions. Et avec de tels dosages, on ne peut aboutir qu'à des catastrophes parce qu'on ne peut pas soigner un malade et on ne peut aboutir qu'à augmenter les cas de décès dus au paludisme dans nos pays. Est-ce que vous avez analysé des médicaments qui, s'ils avaient été pris par des patients, auraient causé des maladies graves? Oui, on a eu des antibiotiques qui, sur la gélule, il est écrit, par exemple, la tétracycline 250 mg, et vous trouvez autre chose là-dedans. Vous trouvez autre chose là-dedans, et ça, oui. Quand on le prend, effectivement, ça peut causer du mal, ça peut causer un problème de santé publique. Et je peux vous donner un exemple encore beaucoup plus grave. Je m'excuse de taire un peu le nom du pays aussi. C'est que dans un pays de la sous-région, dans ces mêmes gélules de tétracycline, on a trouvé de la cocaïne. Donc vous vous rendez compte du danger que représentent ces produits vendus sur le marché illicite. Au Mali, pays voisin du Niger, 80% des médicaments vendus sur les marchés ne répondent pas aux normes. Ils sont sous-dosés, sans produits actifs ou mal conservés. Ce pays où nous nous rendons tente pourtant, avec de faibles moyens, d'éradiquer ce phénomène. Question de volonté politique. À Bamako, les campagnes de sensibilisation prennent plusieurs formes. Des étudiants abordent les passants sur les marchés.
Ils sont membres de l'Association pour la promotion des médicaments génériques, ces copies de médicaments légales et moins chers dont le brevet est arrivé à échéance. Ils vont là où se vendent les médicaments à la sauvette. Ils expliquent sur place les dangers des produits présentés. Haut-parleur à la main, ils s'adressent même aux acheteurs potentiels. L'association a aussi monté un spectacle de théâtre pour inciter la population à acheter des médicaments génériques. La pièce, présentée dans les lycées et collèges de Bamako, raconte l'histoire d'une mère de famille dont la fille est gravement malade. Qu'est-ce qui est arrivé à mon enfant? Elle a mal au ventre. On lui a donné quelque chose de pourri à manger. Le médecin prescrit des médicaments que le père refuse d'acheter en pharmacie car ils sont trop chers. 3000 francs. Si j'avais 3000 francs, je m'achèterais plutôt une vieille poule pour me faire une soupe. Pour consoler son épouse, il appelle le guérisseur. Votre enfant souffre de quoi? Non, tu ne toucheras pas à mon enfant. Moi, je vais l'emmener à l'hôpital. Tu veux bien me foutre la paix? Fous-nous la paix, sinon on te bottera les fesses. Le guérisseur ordonne à la mère d'aller acheter des produits au marché. Elle obéit, le mal ne cesse d'empirer et la jeune fille meurt. Morale de l'histoire, il ne suffit pas de sensibiliser la population. Encore faut-il qu'elle puisse acheter ces fameux médicaments génériques. Un réseau de pharmacies populaires, de centres de santé communautaires et de pharmacies intégrés dans les hôpitaux permet aux patients de se procurer ces produits de qualité à des prix en conformité avec son revenu. Moi, je suis par l'angolo, je n'ai pas recours avec les médicaments. Je n'ai pas recours du tout. Ça va. Les médicaments sont moins chers. Ça va. Vous n'achetez jamais des médicaments par terre? Par terre, non. Je préfère toujours venir à la pharmacie. Pourquoi? Oui, parce que c'est plus sûr, c'est des ordonnances qui sont délivrées par les médecins. Ah. Donc c'est plus sûr, quoi. Oui, oui. Voilà, merci beaucoup. Nous avons essayé de voir en fait une politique d'approche qui consistait justement à sensibiliser les patients, à sensibiliser les consommateurs, à ne pas acheter ces médicaments. Et une fois que ces médicaments ne seraient pas achetés, certainement ceux qui les exposent justement dans le marché informel seront découragés par l'état de fait à la matière. Bien entendu, il y a eu des systèmes de répression qui ont été orientés dans ce sens. Mais on a vu dans la majeure des cas, même dans le cadre des drogues également, la répression n'est pas la dernière rigueur également. Il s'agit d'une sensibilisation assez importante des consommateurs, de toute la population en général. Cette sensibilisation passe aussi par les services douaniers. Depuis plusieurs années maintenant, le personnel de l'aéroport de Bamako a l'œil sur les lots de médicaments qui débarquent des avions. Alors ici, c'est le stock des produits qui ont été saisis, là. Ouais, effectivement.
effectivement, c'est un stock de produits médicinaux qui ont été saisis. Mais la formalité sur laquelle nous veillons beaucoup, vraiment, c'est l'autorisation du laboratoire central de la santé publique, qui vérifie l'origine du médicament et ses composantes pour dire qu'il est bon à la consommation ou pas. Cela ne suffit pas, bien sûr, mais c'est un début. Voilà les fruits de notre récolte de médicaments au Niger. Médicaments trichés, copies, faux médicaments, plus ou moins faux médicaments. Voici la récolte du Mali. Il nous reste maintenant à les faire analyser. Alors Jean-Yves Vidot, ces médicaments, au premier coup d'œil, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est assez étonnant quand on est en France, c'est pas étonnant quand on est en Afrique, parce qu'effectivement, c'est hélas ce qu'on trouve sur les marchés parallèles. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'à première vue, comme ça, à part un certain nombre de produits comme ce type de capsules sous blister, donc sous un conditionnement relativement sophistiqué, donc relativement cher, qui semblent peut-être exclure des contrefaçons, à défaut de malfaçon, on trouve des produits qui sont quand même très étonnants parce qu'il n'y a rien écrit du tout dessus. Et en laboratoire, quand on voit ce genre de choses, on va déjà avoir énormément de mal à savoir ce que c'est, et il y a même de fortes chances qu'on ne sache pas trouver ce que c'est. Il est bien évident qu'un patient qui se trouve devant le marché en question, ça va être encore plus difficile pour lui, et c'est très inquiétant pour lui, sûrement. Là, ce qui m'inquiète beaucoup aussi, c'est que ces comprimés ont été donnés en tant qu'imodium 2 mg. L'imodium est une spécialité. Or, quand on regarde à quoi ressemble l'imodium en réalité, il y a quand même une très très grande différence. Une capsule, c'est très facile. C'est 2 petits chapeaux qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Il n'y a aucun problème. Ce qui est très inquiétant, ce sont des petits comprimés comme ça, sans rien écrit dessus. En plus, c'est vraiment minuscule. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Personne n'est capable de le dire. À mon avis, le vendeur n'a pas été capable de vous le dire non plus. Le patient ne sait certainement pas ce que c'est. C'est la roulette russe. Ces comprimés blancs, sécables, vous m'avez dit c'est de la chloroquine. C'est pas impossible du tout, c'est tout à fait la taille du comprimé de 100 mg de chloroquine utilisé. Mais il y a en tout et pour tout, d'un côté la fente du sécable, de l'autre côté une lettre. Est-ce que c'est un N ou Z comme Zorro? J'en sais rien, mais moi je le prendrai pas. Le laboratoire CHMP, la centrale humanitaire médico-pharmaceutique de Clermont-Ferrand, a analysé nos pilules, gélules, comprimés achetés au Niger et au Mali. En voici le résultat. Tous les antibiotiques sous blister sont conformes, mais certains sont très dégradés. Plus grave, les comprimés de quinine pour traiter le paludisme ne contiennent en fait rien. Quant aux capsules colorées jaune, mauve et rouge, on ne saura jamais ce qu'il y a dedans. Jean-Yves Vidot analyse à longueur d'année des échantillons comme les nôtres. Il s'est d'ailleurs constitué au fil du temps un curieux et édifiant catalogue. On garde toutes ces contrefaçons en archives et toutes ces malfaçons en archives et on les transmet systématiquement à l'Organisation mondiale de la santé qui a un service à ce sujet-là. Là, c'est une autre forme de copie. C'est quelque chose qui va vous faire frémir parce que, bon, c'est vrai que dans le classeur, ça ne s'est pas tout à fait arrangé, les capsules se sont ouvertes. Voilà le type de produit qui était à l'intérieur. C'est de l'amidon de maïs, mais de l'amidon de maïs ou de manioc, mais de très mauvaise qualité par-dessus le marché. C'est censé aussi être un antibiotique, une ampicilline, et il n'y avait pas 1 mg d'ampicilline à l'intérieur. Là, c'est un petit peu différent. Je vous ai dit tout à l'heure que, en général, les produits sous blister étaient des produits de qualité parce que le blister est un conditionnement qui coûte cher. Là, ça vient d'Haïti. Ça a été acheté sur l'aéroport d'Haïti, en marché parallèle, pas du tout dans une officine. C'est sous blister. Ce sont des capsules encore d'ampicilline, donc cet antibiotique est un des antibiotiques de base. La seule chose sur laquelle on peut se poser des questions, c'est la manière dont le blister est imprimé, parce que la qualité n'est pas très bonne. Et en par-dessus le marché, il n'y a pas de nom de laboratoire. À l'intérieur, pas 1 mg d'antibiotique. Haïti est aussi une plaque tournante du commerce des faux médicaments. C'est le pays du monde où on trouve le plus de produits différents.
Plus de 40 000 médicaments alors qu'en France, il n'y en a que 8 000. Le manque de contrôle, l'incompétence, l'anarchie de la distribution, la corruption favorisent tous les trafics. Résultat, un drame qui s'est produit en 1995 à Port-au-Prince. Elle a eu des amygdales et puis qui lui a donné la fièvre. Et puis j'ai acheté de la fébrile. Le médecin m'a dit que je pouvais continuer à lui donner la fébrile. Et puis j'ai continué à mesure que je continuais avec la fébrile, ça n'allait pas du tout. Et puis au dernier moment, je suis retournée avec elle chez le médecin. Puis c'était trop tard, on a dit que je devrais aller l'interner. J'ai été à l'hôpital Saint-François de Sales et après moins de 3 jours, elle est morte. C'est à partir du mois de novembre 1995 qu'on a commencé à trouver 2 enfants, puis en décembre 3 enfants, et ainsi de suite, des enfants qui venaient avec une insuffisance rénale aiguë qu'on ne comprenait pas. Que tous les enfants qui se présentaient avaient en commun la prise de sirop contre la fièvre. Et à ce moment-là, on a fait des prélèvements du sirop pour voir s'il y avait quelque chose de particulier là-dedans. Et c'est ainsi qu'on a pu avoir également une collaboration avec des pédiatres du Michigan. Et on a pu isoler du diéthylène glycol comme substance toxique qui est surtout utilisée dans les solvants commerciaux, par exemple les pour les réfrigérants. Okay, c'est ce que vous utilisez pour votre radiateur pour empêcher que ça gèle ou encore dans les liquides pour de lave-glace. Ce ne sont pas des substances qui sont utilisées dans la fabrication de produits de consommation humaine. Cette substance est très toxique et est métabolisée en des produits qui sont d'abord et avant tout excrétés par le rein. Et à ce niveau, il provoque des nécroses et des précipitations au niveau des tubules rénaux et ça va évoluer vers une insuffisance rénale aiguë. Les reins vont arrêter de fonctionner. En même temps, cette substance attaque d'autres viscères de l'organisme, en particulier le foie, le pancréas, le système nerveux, le cerveau en particulier. Donc ces enfants présentent non seulement des insuffisances rénales, mais une pancréatite, une hépatite et également des signes d'intoxication neurologique avec toutes sortes de complications. Pratiquement tous les enfants, environ 63, sont décédés de cette intoxication au diéthylène glycol. On sait aujourd'hui qu'il y eut au total entre 200 et 500 victimes, presque exclusivement des enfants. Naturellement, je n'avais la moindre idée à ce que ce médicament-là pouvait ôter la vie de ma fille. Je n'avais jamais été pensée par même une seconde de ce truc d'un truc pareil. C'est 8 jours plus tard, après la mort, 8 jours après l'enterrement même, le médecin m'a appelé pour me dire, le pédiatre alors me dire, Jacqueline, tu veux venir à la clinique avec les médicaments que je t'avais prescrits. Voilà ce qui a provoqué la mort de ta fille, c'est cette sirop-là qui a provoqué la mort de ta fille. Comment un tel drame a-t-il pu se produire? Comment a-t-on pu fabriquer avec de l'antigel un simple sirop contre la toux? La réponse est simple. L'intérêt économique a primé. Le produit substitué coûte bien moins cher que la glycérine. D'étape en étape, nous allons remonter la filière. La fébrile a été fabriquée à Port-au-Prince par la société Farval. Son propriétaire, Carlo Boulos, avait acheté plusieurs tonnes de glycérine en Allemagne. Boulos n'a effectué aucune analyse du produit lors de sa réception. Il est vrai que selon la loi haïtienne, Farval n'avait pas obligation de vérifier la nature de la glycérine. Il se défend comme il peut.
Quand on a envoyé à un laboratoire américain en Floride de la glycérine à tester, ils nous ont dit « c'est bien de la glycérine ». Ils ont ensuite appelé le grand laboratoire du CDC à Atlanta en disant « cette glycérine est contaminée, mais nous n'avons pas trouvé par quoi ». Le CDC leur a alors répondu « il faut faire un test spécial pour trouver le diéthylène glycol dans cette glycérine ». C'est alors seulement qu'ils ont été capables de détecter le diéthylène glycol. Remontons la filière d'un cran. Carlo Boulos a acheté la glycérine en Allemagne à la société Voss, qui avait elle-même acheté le produit à un intermédiaire de Hambourg. Un procédé classique en matière de négoce. 72 tonneaux de glycérine étaient arrivés en décembre 1994 à Rotterdam en provenance de Chine. Sur le certificat d'origine, on pouvait lire « Sinochem International Chemical, Pékin », sans plus de précision. La glycérine est officiellement de qualité pharmaceutique. Pourtant, n'importe quel spécialiste aurait pu relever un fait majeur. Les 3 caractéristiques mentionnées sur le certificat d'origine fourni par les Chinois sont incompatibles entre elles. Aucun des intermédiaires n'a procédé à la moindre analyse du produit. Pourtant, selon l'avocat allemand des familles des victimes, il y avait lieu d'être vigilant. Ich will nicht behaupten, dass alles das, was aus China kommt, gefährlich ist, aber je n'affirme pas que tout ce qui est livré par les Chinois est dangereux. Des bruits pourtant circulaient sur les marchés des matières premières, indiquant qu'il y avait déjà eu auparavant des fournitures chinoises de glycérine contaminée. Dans l'annuaire téléphonique de Pékin, nous avons trouvé le numéro d'une société dénommée Sinochem. Nous l'appelons. Notre interlocuteur, gêné, nous déclare qu'il y a erreur, que sa société ne porte pas ce nom, et que d'ailleurs il n'a jamais vendu ni fabriqué de médicaments ou de produits chimiques. Nous n'en saurons pas plus, malgré notre insistance. Aujourd'hui, les parents des victimes ne comprennent toujours pas que les assassins de leurs enfants, ceux qui, à l'autre bout du monde, ont versé du poison dans des tonneaux, n'aient pas été punis. Ils ne comprennent pas qu'entre le fournisseur chinois et la pharmacie d'Haïti, personne n'ait contrôlé cette glycérine empoisonnée. On pourrait imaginer naïvement que ces centaines de morts ont servi de leçon, que désormais un tel drame ne pourrait plus se produire en Haïti. Il n'en est rien. C'est le constat que fait Daniel Vandenberg, un pharmacien belge chargé récemment d'évaluer la possibilité de créer un laboratoire de contrôle des médicaments en Haïti. Les choses n'ont jusqu'à aujourd'hui pas évolué et ce genre d'accident pourrait encore survenir, quoi. Bon, il y a eu des améliorations, je dirais, au niveau local, c'est-à-dire que le fabricant qui était incriminé dans ce problème a été fermé, a dû se remettre aux normes bonnes pratiques de fabrication. Le contrôle de la mise à niveau a été effectué par des inspecteurs canadiens et par la FDA américaine. Le monsieur, donc l'usine a rouvert aujourd'hui, mais rien ne dit qu'à terme, cette usine respectera les contrôles qui doivent être faits. Le travail à faire en Haïti me paraît énorme et c'est un travail qui dépasse, je pense, largement le cadre purement technique des affaires, quoi. Je pense qu'il y a un problème de volonté politique et qu'il y a surtout le problème d'un marché qui est extrêmement difficile à maîtriser parce que, comment dire, c'est un marché qui ressemble un petit peu à une mafia, quoi. Et mettre les pieds dans ce genre de marché peut être extrêmement dangereux. Je pense, je n'ai pas de preuves à apporter, mais les bruits disent que des gens qui ont voulu faire appliquer un certain nombre de choses ont eu de sérieux problèmes. On parle même de mort. Aucun continent n'est épargné par ce fléau des faux médicaments, et surtout pas l'Asie. Les comprimés, les capsules, les sirops fabriqués en Chine
inondent les marchés de Birmanie, Thaïlande, Cambodge, Vietnam. Ces images ont été tournées clandestinement par un médecin qui travaille régulièrement dans ces pays. 30% des médicaments vendus dans la rue sont nocifs pour la santé. Les mafias qui exportent ces produits sont très bien organisées. Elles franchissent les frontières avec de puissantes voitures pour semer douaniers et policiers. Notre médecin, qui veut conserver l'anonymat, s'est aperçu que les contrefaçons dépassaient largement le secteur des médicaments. Au fameux marché aux voleurs de Saigon, au milieu des vélos, vous trouvez des instruments de chirurgie qui peuvent vous permettre de constituer une boîte chirurgicale absolument complète, ceci à même le trottoir, avec même pas mal de choix, et vous voyez notamment des instruments de gynécologie qui sont là, des écarteurs chirurgicaux, des aspirateurs, et voilà. Ce matériel chirurgical copié est fabriqué clandestinement en Thaïlande pour le Vietnam et la Birmanie. Ayant pu, avec d'autres médecins occidentaux, visiter des hôpitaux, il a filmé en toute liberté avec sa caméra personnelle. Le constat est effarant, écoutons-le. Alors voilà, nous sommes ici en train de démonter toute une chaîne de circulation extracorporelle, c'est-à-dire c'est du matériel qui permet la chirurgie cardiaque et notamment la chirurgie à cœur ouvert. Là on a tout un mélange de pièces qui sont d'origine et de pièces qui sont copiées, tout ça est mélangé, il y a un bricolage qui permet à tout ça de fonctionner. Là on a plutôt un bon aspect des choses parce que s'il n'avait pas cette ingéniosité, il ne pourrait pas faire de la chirurgie cardiaque. Mais on va voir des contre-exemples qui vont nous montrer du matériel beaucoup plus nocif et qui est copié sans aucune considération pour les normes, pour la sécurité, tant la sécurité des malades que la sécurité des utilisateurs. Et là, on va rentrer dans vraiment un niveau d'utilisation criminelle où on va voir les conséquences directes de ces copies. Alors voilà un appareil de radio totalement dépourvu de protection. Tout le personnel autour se fait irradier de façon totalement massive. Il suffisait d'amener des petits tests qu'on a amenés de France, des petits tests radiologiques, et on les a vus blanchir immédiatement. Donc les tests sont très faciles à faire. Ça, c'est un atelier de fabrication de faux solutés. Donc on met de l'eau à l'intérieur et on s'en sert pour perfuser les gens. Les normes de stérilisation sont absolument pas respectées et on a trouvé, en les faisant pousser simplement, quelques liquides qui étaient directement affectés et qu'on mettait par voie intraveineuse à des patients. C'est vendu très cher. Vous voyez un matériel qu'on trouve très souvent dans les blocs opératoires et qui joue un rôle central, c'est le bistouri électrique. Et lui est une copie chinoise qui n'a pas une bonne mise à la terre et qui est absolument pas isolée. Et ça engendre des traumatismes qui sont extrêmement graves. Il faut ajouter quand même que ce matériel a été acheté sur un appel d'offres tout à fait officiel et payé en dollars le prix d'un matériel normal, substitué lors de la livraison par cette copie dont on va voir les conséquences. Le faux bistouri électrique utilisé a généré une étincelle, a mis le feu au champ, c'est-à-dire à ce qui recouvre le patient, en l'occurrence un petit bébé qui était opéré à ce moment-là d'une intervention tout à fait bénigne. Et il a ici une brûlure au 3e degré du thorax gauche qui est due à la propagation du feu générée par ce bistouri électrique. On va voir une deuxième conséquence directe de l'utilisation de ce matériel déviant ou inadapté. Il s'agit d'une sonde urinaire qui a été copiée et dont les soudures sont mal faites. Et dans le cas présent, c'est un jeune garçon qui a été sondé avec une sonde de très mauvaise qualité. Le ballonnet de cette sonde s'est détaché et en quelques mois, il a constitué, vous allez le voir, un énorme calcul vésical qui lui rend la vie totalement impossible. Vous voyez ici cette très grosse tache, c'est ce calcul développé à l'intérieur de sa vessie et qu'il va falloir opérer, d'ailleurs dans de très mauvaises conditions parce qu'il est infecté en permanence depuis plusieurs mois à cause de l'utilisation de cette sonde. Et l'Europe? Elle est concernée à plus d'un titre par ce fléau. Par des copies de médicaments européens. Ensuite et surtout, nombre de filières utilisent l'Europe comme zone de transit. Par voie aérienne, terrestre ou maritime, d'impressionnantes quantités de médicaments traversent ce continent, en toute légalité la plupart du temps. Pourtant, certains trafiquants prennent le risque de faire passer leur poison par l'Europe. Les saisies sont peu fréquentes
mais spectaculaire. Paris, aéroport d'Orly, zone de fret. Nous suivons Daniel Zimmermann, inspecteur des douanes. Alors ici, vous êtes dans notre antre où toutes les marchandises saisies ces derniers mois, les marchandises saisies de contrefaçon, sont stockées avant leur destruction. Et donc, pour ce qui nous intéresse, c'est ce lot-là. C'est tout ça. Un lot de 50 colis pour un peu moins de 400 kilos. C'est conditionné évidemment d'une manière très empirique. Voilà comment ça se passe. Et à l'intérieur, vous avez les médicaments. Par rapport au vrai, à ceux qu'on peut trouver sur le marché. Ceux qu'on peut trouver sur le marché sont quadrisécables. Ceux-là sont bisécables. En plus, on verra qu'ils ont été conditionnés n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont retournés à l'envers, à l'endroit, c'est très mal fait. Ces numéros-là sont des numéros de lot qui sont faux. Ces médicaments sont très fortement sous-dosés. C'est-à-dire, si vous me permettez une expression un peu triviale et un peu légère, c'est de la poudre de perlimpinpin. Le produit actif est sous-dosé. On estime le sous-dosage, selon les dires même de l'expert, entre moins 5 et plus 5%. C'est à peu près le pourcentage tolérable, mais à l'extrême. Là, on a plusieurs dizaines de pourcentages en moins. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a vraiment affaire à un placebo, à quelque chose qui ne sert pas à grand-chose, à part une aide psychologique. Mais je ne suis pas sûr que dans la maladie de Pau, l'aide psychologique soit importante. C'est une marchandise de fret transportée par avion, et donc on n'a pas le propriétaire qui accompagne la marchandise, on n'a pas le destinataire qui vient la chercher, puisque c'est une marchandise provenance Hong Kong, destination le Nigeria. C'est une marchandise qui était acheminée par avion à travers l'Europe pour cette destination-là, sans l'accompagnement d'aucune personne, ni physique ni morale. Ce qui est important, c'est de pouvoir mettre en échec ce genre de trafic et de saisir cette marchandise-là. Donc notre mission prioritaire, et là on touche à ce qu'il y a de plus grave au niveau de la contrefaçon, et c'est ce qui nous motive le plus, nous, c'est la santé humaine. Dès lors qu'on s'attaque à la santé humaine et qu'on fait de la contrefaçon pour soigner l'être humain, c'est ce qu'il y a de plus abject. Est-ce que vous avez pu remonter la filière, les noms des sociétés Il est certain que nous sommes dans le cadre d'un transit international. Et la difficulté pour les autorités douanières françaises et pour les autorités de la justice nationale, c'est de remonter ces filières, puisqu'on travaille sur des indications qui sont portées sur la carte d'identité de la marchandise, que l'on appelle communément la LTA, et ces indications ne sont pas toujours très fiables, bien évidemment. Et la difficulté, c'est de trouver la source et de trouver le destinataire réel de la marchandise. Il est fort probable que cette affaire, comme les autres, se terminera par un non-lieu. Il y a peu de chances que la source de ce trafic soit un jour identifiée. Il arrive tout de même, parfois, que des fraudeurs soient arrêtés. Cela s'est passé récemment en Italie, où nous nous rendons. Partant de ce document qui fait état de l'arrestation en août 1998 de trafiquants de faux médicaments et de la saisie de plusieurs tonnes d'homéoprazine, une matière première qui sert à la fabrication d'un anti-ulcéreux, nous nous rendons à Alessandria, à côté de Milan, pour assister au procès des trafiquants. Le 1er août 1998, les carabiniers investissent une usine désaffectée non loin de Milan. Sous 30 degrés à l'ombre, ils trouvent des tonnes de médicaments conservés dans un local insalubre. Des produits finis, mais aussi des barils de matières premières volées avec lesquels il est facile de fabriquer, même dans des conditions précaires, des médicaments. La preuve, les carabiniers trouvent un formulaire proposant à des clients potentiels de leur fournir des comprimés carrés, ronds, sécables en 2 ou 4 morceaux, selon leur choix. Silvana Fossati, journaliste locale, a visité ce dépôt à l'époque. Jamais personne n'aurait imaginé trouver quelque chose d'aussi important quantitativement en périphérie de la ville. Il y en avait pour des milliards. Pourtant, le choix du dépôt n'était pas illogique. Ici, nous sommes à quelques centaines de mètres de l'autoroute. La Volte Sampione qui va tant à Milan qu'à Domodossola. C'est donc une position stratégique formidable.
Le démantèlement de ce réseau est le fruit d'1 an et demi de planques et de filatures des carabiniers. On a surveillé ce dépôt 24 heures sur 24. Nous avons filmé tous les mouvements autour du local. Ainsi, nous avons vu toutes les personnes et toutes les marchandises qui arrivaient ici, mais également tout ce qui en sortait. Nous avons ainsi pu identifier tous les niveaux de cette organisation, du bas en haut de l'échelle, des fournisseurs, jusqu'aux pharmaciens. En consultant l'ordinateur du principal accusé, les carabiniers découvrent toutes les transactions de la bande. Les factures, les bons de commande, les bulletins de livraison couvrent le monde entier. Nombre de produits sont vendus tout à fait légalement. Mais dans le lot se glissent des médicaments volés et des matières premières prêtes à tous les usages. Il y en a beaucoup. Par exemple, si je commence à feuilleter, voyons, il y a l'Arnaka, le Pakistan, la Russie, Hong Kong, l'Algérie. Ce sont des sociétés légales? Elles sont en règle, mais ce sont en général des sociétés de pays où la main-d'œuvre coûte peu cher. Donc, automatiquement, comme par exemple pour Hong Kong, l'acquisition de matières premières favorise tous les éventuels trafics. Fabriquer un produit contrefait signifie acquérir de la matière première sur le marché noir. S'il s'agit de marchandises volées, on peut la trouver à bas prix, puis copier, cloner le médicament. Au tribunal d'Alessandria, le 26 mars 1999, les accusés, la plupart récidivistes, paraissent plutôt à l'aise. Ils sont seulement accusés de vol. Le trafic de médicaments semble un délit mineur. La preuve nous est fournie par l'avocat du principal inculpé. Mais quelle est la profession de votre client actuellement? Actuellement, après 1 an de détention, il n'a plus de métier. Mais pendant ses 6 premiers mois de prison, il a continué son activité dans le secteur médical. Il a fait comme beaucoup d'autres, il a continué de travailler depuis sa cellule de prison. Il était représentant? Je ne sais pas vraiment. Il avait des dépôts, des magasins pour son travail. Les affaires comme celle d'Alessandria sont très rares en Europe. Dans la plupart des pays occidentaux, les barrières douanières et les contrôles dissuadent les trafiquants les plus téméraires. Le risque est minime que de faux médicaments soient vendus dans des pharmacies. En revanche, une étude récente révèle de curieuses lacunes dans les législations européennes. Notre étude a montré que des produits qui étaient fabriqués en Asie ou dans d'autres pays pouvaient être reconditionnés en Europe, comme par exemple en Belgique, en Allemagne et même en France récemment. Et sur l'étiquette de reconditionnement n'était plus mentionné le laboratoire fabricant, uniquement le nom du laboratoire qui reconditionne, le laboratoire européen. Et le produit après pouvait être exporté sans aucun problème dans n'importe quel pays. On peut dire qu'il y a tromperie sur la marchandise? En quelque sorte, oui, parce que l'acheteur ne connaît pas le véritable fabricant. Mais la responsabilité dans ce cas-là portera sur le laboratoire européen qui aura reconditionné, qui aura effectué le reconditionnement. Notre étude a montré aussi que des produits qui avaient été retirés du marché européen pour des raisons de santé publique pouvaient, en toute légalité, être exportés sur les pays africains. Et cela peut causer des dommages pour les populations qui consomment ces produits. Autre problème. Certains pays européens ont la fâcheuse tendance à transformer les pays en guerre en dépotoirs pour leurs médicaments inutilisables, dégradés ou périmés. Bosnie 1997.
Dans ces hangars croupissent la moitié des 30 000 tonnes de médicaments envoyés en Bosnie entre 1992 et 1996. Ils étaient, pour une raison ou pour une autre, inutilisables. Ils avaient été offerts par des particuliers, des ONG ou des industriels. Autant il est possible d'admettre que les dons des particuliers aient pu être, par ignorance, inadaptés, il n'en va pas de même pour les industriels. Là, nous avons affaire normalement aux industries pharmaceutiques où il y a des procédures de contrôle, des pharmaciens pour contrôler. Mais d'un autre côté, les intérêts économiques sont assez importants dans le sens où donner des médicaments dont la durée de validité n'est plus suffisante pour les mettre sur le marché français, les envoyer à l'export dans une situation comme ça, permet donc de dégager ces stocks, permet de ne pas avoir à financer leur destruction, et en plus peut permettre à une industrie de se faire une certaine image. Ça coûte vraiment très cher d'incinérer les médicaments? Oui, c'est très cher, ça coûte beaucoup plus cher que d'envoyer un camion en Bosnie-Herzégovine, ça c'est sûr. Précision importante, dans certains pays comme aux États-Unis, les industriels donateurs bénéficient d'avantages fiscaux. C'est ainsi que la Bosnie a reçu généreusement des centaines de pompes nasogastriques hors d'usage, des pansements datant de la fin de la Première Guerre mondiale ou des millions de protèges mamelons pour femmes allaitantes dont l'utilité est pour le moins discutable dans un pays en guerre. Sur Mostar, on a aussi trouvé des fûts Dapsone. Alors ces fûts, ce n'est pas des boîtes de 10 comprimés, c'est des fûts de plusieurs milliers de comprimés. Le Dapsone est un médicament dont on se sert dans le traitement contre la lèpre. Il n'y a pas de lèpre en Bosnie-Herzégovine. C'est une aberration. Vous vous êtes trouvé en face de centaines de tonnes de médicaments inutilisables, inappropriés, périmés ou mauvais. Alors comment avez-vous réagi ? On a d'abord pensé à un retour à l'envoyeur, retourner ces médicaments en Europe de manière à ce qu'ils soient détruits dans nos incinérateurs. Les lois sur l'importation des déchets étant très restrictives, nous avons renoncé. Ensuite, on a essayé d'envisager le système d'incinération. C'est un système extrêmement coûteux. On n'aurait pas pu le mettre en place, même avec l'appui de nos bailleurs de fonds. Donc on s'est retourné vers une solution un petit peu transitoire qui est le système d'encapsulation. Il s'agit de séparer le conditionnement du médicament. Ensuite, donc le conditionnement, bien sûr, on le brûle. Et le médicament, on le coule dans du béton, qu'on met lui-même dans un fût d'huile de 200 litres. On soude ce fût de manière à ce que ce soit bien étanche. Et ensuite, on dispose ces fûts dans des charges aux normes européennes. Et le temps provoque l'hydrolyse qui va détruire complètement les molécules. On peut dire, sans exagérer, que la Bosnie-Herzégovine, comme la Roumanie, comme l'Arménie, ont servi de poubelle pour les médicaments de l'Occident. On peut le dire, c'est dommage de le dire dans le sens, surtout où, à mon avis, beaucoup de ces médicaments, à peu près 45%, venaient quand même du public. Donc de gens qui n'avaient pas d'intérêt économique, donc de gens qui l'ont fait de bonne volonté. C'est plutôt un manque d'éducation à comment on agit en intervention humanitaire qu'une mauvaise volonté. Donc il y aurait peut-être d'éducation à faire là-dessus au niveau du grand public. Bon, c'est clair qu'en ce qui concerne l'industrie, le problème est un petit peu différent. C'est-à-dire ? Que l'industrie, comme le reste de la société, ne devrait pas considérer les pays qui sont hors de son champ d'action comme des poubelles. Aujourd'hui, le carcan législatif qui préserve l'Europe de l'invasion des faux médicaments est en train de se fissurer. Un seul responsable, Internet. Il est maintenant possible de se procurer dans le monde entier tous les médicaments imaginables. Nous avons tenté l'expérience. Alors essayons de prendre des spécialités qui ne sont pas commercialisées en Europe. Donc on va descendre en bas. Donc vous voyez quand même la liste assez conséquente des produits à base de progestérone. On peut faire par exemple le médroxyprogestérone, qui est une progestérone, voilà. Bon, on va essayer de commander ce produit. 80, 20, 21. Alors on avait repéré médroxyprogestérone acétate tablette. Pas besoin d'informations et on envoie. La réponse est immédiate. 45$ de frais de transport, 20$ de frais bancaires, plus le prix des médicaments. Vous achetez autant de médroxyprogestérone que vous voulez. Selon le Martindale, livre de référence,
ce produit n'est pas commercialisé en France aux doses proposées par le vendeur. Il est seulement utilisé en milieu hospitalier car ses effets secondaires sont très importants et il nécessite un suivi médical sérieux. Balayez la réglementation française. Vous pouvez recevoir demain dans votre boîte aux lettres du médroxyprogestérone, mais aussi n'importe lequel des 2000 produits proposés par ce site internet. En Russie, l'invasion d'Internet et du portable sont une aubaine pour les trafiquants. Ils arrivent à glisser des annonces illicites sur le service de renseignement des téléphones mobiles. Les services de renseignement des compagnies ne vérifient pas l'identité des personnes qui passent des annonces. On paye, on rédige l'annonce et elle est diffusée. C'est comme Internet ? Pour Internet, c'est encore plus facile. C'est un autre système. On paye, on entre sur le serveur et on place l'annonce que l'on veut. C'est celui qui répond à l'annonce qui prend ses responsabilités ? Oui, c'est à lui de savoir ce qu'il fait. C'était déjà comme ça lors de précédents scandales. Vous vous souvenez de l'affaire des banques et puis de toutes les autres affaires. Partant de ce principe, on peut passer n'importe quelle annonce dans les journaux gratuits ou vendre n'importe quel produit par affichage public. En 1998, une affaire qui aurait pu se terminer tragiquement illustre les dangers du système. Le fils d'Anna Klimova devait subir d'urgence une transplantation de rein. L'opération n'était possible que si la famille se procurait un médicament anti-rejet rare à l'époque et cher, la thymoglobuline, produite par le laboratoire français Mérieux. C'est alors que je suis tombée sur un numéro de téléphone proposant des médicaments. Il était affiché dans tout Moscou, on le voyait partout, il était sur tous les murs. J'ai appelé, on m'a répondu que la thymoglobuline coûtait $200. J'ai tout de suite remarqué que $200 c'était moins cher que le prix officiel. Je l'ai acheté quand même. On me l'a livré. L'étiquette paraissait authentique. J'ai tout de suite appelé le médecin traitant de mon fils, que je connais très bien. Je lui ai dit que j'avais trouvé l'équivalent russe de ce que je recherchais. Ce médecin, c'est Irina Kandidova, chef du service des greffes de reins à l'Institut fédéral de transplantation de Moscou. Visiblement, ce produit ne ressemblait pas du tout à l'original. Il était bizarre. Les boîtes étaient de simples boîtes de pénicilline. Elles rappelaient les médicaments de la Deuxième Guerre mondiale. La facture était fausse. J'ai immédiatement appelé cette soi-disant agence du médicament, qui s'est avérée être une fausse entreprise. J'ai parlé au directeur et je lui ai dit qu'il avait vendu un faux médicament, que les choses n'allaient pas en rester là et que je me retournerais contre lui. Nous nous en sommes aperçus. Mais imaginez qu'un patient ait acheté cette préparation et qu'on s'en serve dans une clinique dans laquelle on n'a pas une grande pratique de la transplantation, où les médecins n'ont jamais vu de thymoglobuline. Cela peut avoir des conséquences très graves. Il peut y avoir mort d'homme. Irina Kandidova alerte la police judiciaire de Moscou et le laboratoire Mérieux qui porte plainte. Le trafiquant est arrêté. Par petites annonces, par bouche à oreille et par le téléphone mobile, il avait vendu en quelques mois pour près de 100 000 francs de divers médicaments faux et vrais. En fait, sa méthode de fabrication était artisanale. Il travaillait chez lui, il rédigeait les étiquettes des boîtes sur son ordinateur, il faisait des photocopies et il copiait les compositions des médicaments en consultant le dictionnaire Vidal. Il n'a été condamné qu'à 3 ans de prison avec sursis. C'est injuste. Je pense que toutes les personnes qui ont vécu l'enfer que j'ai vécu, lorsque chaque jour de sa vie, on a l'impression de vieillir de 10 ans, lorsqu'on voit la souffrance de son fils, de sa fille ou d'un proche, je pense qu'il n'est pas possible d'accorder son pardon à un tel homme. Cette affaire, comme celle de Milan, prouve, s'il en était besoin, qu'en matière de faux médicaments, seuls les petits trafiquants sont arrêtés et condamnés, généralement à des peines symboliques. En revanche, lorsque les trafics sont de taille internationale,
Lorsqu'interviennent plusieurs intermédiaires et un système opaque de facturation, il est impossible de remonter les filières jusqu'à leur source. L'affaire du sirop contaminé en Haïti n'est pas la seule affaire de ce type, puisque au Nigeria, déjà, en Birmanie, il y a eu des affaires similaires dans le passé, avec plus de 500 enfants qui sont morts au total. L'affaire du Niger des faux vaccins, toutes ces affaires sont restées totalement impunies. Pourquoi ? Ce sont des affaires qui sont un trafic international. C'est-à-dire que, quelque part, vous avez une volonté de brouiller les pistes et donc d'avoir une non-traçabilité. À partir de ce moment-là, il est bien évident que si vous souhaitiez faire une escroquerie, est-ce que vous laisseriez votre carte de visite? Il est impossible de remonter les filières. Alors, quelle est la solution pour éradiquer ce phénomène? La seule solution, c'est que le médicament, c'est un problème de professionnels du médicament. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sortir de ces structures professionnelles. Et il faut que à chacune des étapes de ces structures professionnelles, les gens prennent leurs responsabilités. La position de l'OMS est très claire, il faut que chaque acteur de cette chaîne prenne la responsabilité de la qualité de ce qu'il achète. Et à partir de ce moment-là, on arrivera effectivement à éradiquer plus ou moins ce problème. C'est un problème de traçabilité. Sinon, il n'y a aucune raison que les choses changent. Le médicament est sous un faible volume, une source financière importante, donc ça continuera à attirer des escrocs et des assassins.